Les aventuriers de l'étrange vont nous parler de quoi ce soir? Oui, on va parler de poltergeist, voilà, c'est-à-dire des esprits frappeurs qui provoquent des phénomènes assez étonnants. Pas les esprits, on ne sait pas ce que c'est, mais le poltergeist est un cas dans le domaine de la parapsychologie qui est assez fascinant. Ben regarde, et on aura les deux plus grands pontes mondiaux de ce phénomène, de l'étude de ce phénomène. On va aller au Québec et en Allemagne. Phénomène poltergeist, donc, Sud Radio Sport vous donne rendez-vous à 15h et regardez bien ce phénomène. Je suis là, top, je suis plus là. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini sostiene Retina Forza. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Poltergeist, c'est un mot allemand qui est passé maintenant dans le langage de la parapsychologie. Ce mot veut dire esprit frappeur ou encore esprit farceur. Qu'est-ce qui se cache comme phénomène derrière ce mot? Eh bien, si des objets se mettent à voler chez vous, s'ils se déplacent, si des portes s'ouvrent toutes seules alors qu'elles étaient fermées à clé, si des cadres se décrochent du mur sans raison apparente, c'est peut-être un phénomène de poltergeist. Des cas troublants de poltergeist ont été observés sur toute la surface de notre globe. C'est pour cela que nos invités ce soir sont de plusieurs pays. Et nous allons commencer avec un des spécialistes, celui qui est le plus éloigné de nous. Il s'agit de Louis Bélanger. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je vous dis bonjour car chez vous, au Québec, où vous êtes, il est aux alentours de 16h, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Montréal, vous y donnez des cours de psychologie, autrement dit de parapsychologie, c'est ça? Oui, c'est un terme que j'ai proposé à mon retour d'Allemagne pour désigner l'étude des phénomènes paranormaux. Voilà. Vous donnez ces enseignements depuis combien de temps maintenant? Depuis 1975, à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal. Très bien. Vous nous faites le plaisir d'avoir accepté cette invitation dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et vous allez être un de nos référents scientifiques jusqu'à 22h. Vous l'avez un petit peu dit, nous irons en Allemagne pour découvrir un des spécialistes également de l'étude des phénomènes de poltergeist. Il s'agit de Walter von Lukadou qui est à la tête d'un service subventionné par l'État allemand. Ce service s'appelle le WGSP. Il nous expliquera quelles sont les actions de son service dans ce domaine. Il nous racontera également 2 cas sur lesquels il s'est penché. C'est une interview que j'ai réalisée avec lui. C'était vendredi après-midi et vous allez découvrir des cas tout à fait étonnants. Il nous parlera notamment d'une théière qui a des particularités tout à fait spéciales. Vous découvrirez ça tout à l'heure dans les aventuriers de l'étrange. Nous recevons aussi Renaud Évrard, qui est français, qui habite en France et qui a écrit un mémoire dans le cadre de ses études en psychologie clinique intitulé le mémoire Approche psychologique de la personne hantée. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous connaissez bien Walter von Lukadou, car pour réaliser votre mémoire, vous vous êtes penché sur plusieurs cas, n'est-ce pas? Oui, et puis j'ai été rencontré et interviewé Walter, oui. Mais je connais aussi Louis Bélanger, car j'ai fait une année d'études au Québec et j'ai pu aussi passer du temps avec lui. Et je le salue. Bonsoir Louis. Bonsoir Renaud. Heureux homme que vous êtes. Grâce à vos études, vous avez pu presque faire le tour du monde de la parapsychologie. Alors, vous restez avec nous également, Renaud. Vous êtes notre second référent scientifique. Vous restez avec nous jusqu'à minuit pour répondre évidemment aux questions des auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Ces spécialistes sont à votre disposition et pour écouter vos témoignages, répondre à vos questions, vos témoignages si vous avez vécu des phénomènes qui ressemblent à ce que j'ai décrit
cris, des objets qui se déplacent tout seuls, des portes qui s'ouvrent alors qu'elles étaient fermées à clé, des cadres qui se décrochent, des bruits bizarres à l'intérieur de votre maison. Vous pouvez nous contacter, je vous y invite, dans les aventuriers de l'étrange, par deux biais. Le SMS d'abord, vous tapez le mot Sud, un espace, ensuite votre question ou votre réaction, vous l'envoyez au 71 200, ou vous pouvez nous contacter au téléphone en composant le 0826 300 300, 0826 300 300. Cyril, fidèle au poste, me transmettra vos témoignages ou nous vous écouterons si vous le désirez directement dans notre émission. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Louis Bélanger, Renaud Évrard, cette question pour commencer, pour, si j'ose dire, faire le tour du propriétaire ou planter le décor. Qu'est-ce qu'un cas de poltergeist? J'ai cité quelques phénomènes, mais évidemment la liste n'est pas absolument complète. Je commence avec vous, Louis Bélanger. Comment définiriez-vous un poltergeist? D'abord, le mot Geist veut dire esprit. Polter, tapageur ou frappeur, c'est un terme allemand et c'est employé par Luther pour désigner au sens propre les petits esprits malins qui venaient s'amuser aux dépens des vivants. C'est un terme qui a été retenu par les chercheurs au tournant du 20e siècle, mais lorsqu'est arrivé le fameux film Poltergeist de Spielberg au début des années 80, les parapsychologues ont eu plutôt tendance à appeler ça la psychokinésie spontanée récurrente. Oui. Parce que poltergeist, évidemment, est lié à une approche qu'on dirait spirit, soit que ce soit l'intervention d'êtres décédés ou l'intervention d'esprits malins, de succubes ou d'incubes. Et les parapsychologues sont mal à l'aise avec cette désignation-là. Mm-hmm. Alors, ce qui se produit dans ce genre de phénomène-là, c'est ce qui nous intéresse, évidemment. Ce sont des phénomènes physiques qu'on peut documenter. Vous en avez évoqué quelques-uns, les coups frappés, les portes qui s'ouvrent et se ferment, les lumières qui s'allument et s'éteignent, des objets qui bougent et qui vont subitement changer de trajectoire. Alors ça, ce sont des phénomènes physiques qui se produisent dans ces cas qu'on dit de poltergeist. Et contrairement à ce qui se produit dans les maisons qu'on dit hantées, Oui. ces phénomènes-là, les parapsychologues supposent qu'ils sont déclenchés plutôt par des êtres vivants que par des êtres décédés. Ouais. Renaud Évrard, cette question pour vous, évidemment Louis Bélanger, vous pouvez intervenir quand vous le désirez, Renaud Évrard également. Renaud Évrard, quelle différence feriez-vous entre, Louis Bélanger vient de le dire, une maison hantée et le phénomène de poltergeist? Ou est-ce que c'est finalement la même chose ou presque? Je dirais grosso modo que c'est la même chose parce que la différence, les critères sont pas vraiment clairs. Il y aurait plus d'apparitions dans les maisons hantées et ce serait plus lié à un lieu qui aurait une histoire, mais on retrouve en fait des cas tellement mixtes de poltergeist avec une histoire ou alors de maisons hantées qui finalement on déménage, on change de maison et le phénomène continue. Donc pour moi je mettrais tout ça ensemble. Ouais. Et de ma définition, c'est vrai que c'est des personnes qui viennent me voir pour me dire que ils ont vécu des phénomènes et ils pensent que c'est leur maison qui est hantée ou leur lieu de travail ou des choses comme ça. Donc, on reste sur la même trace. Oui, mais la maison hantée a un côté historique quand même, c'est-à-dire de durer dans le temps, hein, c'est ça? C'est quelque chose que les gens aiment bien penser. Enfin, ça facilite en fait leur approche. Ils cherchent toujours à attribuer ces phénomènes à une histoire, à des problèmes, à des êtres qui sont mal morts dans cet endroit. Mais c'est toujours une hypothèse pour se dégager en fait de cette problématique et ne pas s'assigner la responsabilité des phénomènes. Oui, c'est pour se protéger en quelque sorte. Voilà, exactement. Oui. Louis Bélanger, lors de la préparation de cette émission et de notre conversation au téléphone, je vous avais demandé de vous préparer à nous raconter quelques cas que vous avez étudiés, sur lesquels vous avez enquêté. Voulez-vous avoir l'obligeance de nous en raconter un premier là maintenant? Bien, écoutez, j'ai pensé parler du cas de Rosenheim, même si je n'y suis pas allé. Ouais. C'est un cas extrêmement important. Lorsque je suis arrivé en Allemagne en août 1968, pour y rester 6 ans pour étudier la psychologie et la parapsychologie et faire des recherches sur le terrain, dont des cas de poltergeist,
eh bien, le cas de Rosenheim venait de se produire. Enfin, le cas de Rosenheim a commencé à la fin de 1967 et au début de 1968. Donc, évidemment, ça m'intéressait d'en entendre parler sans que j'aie pu me rendre sur les lieux à ce moment-là. Et comme il y a eu, contrairement à d'autres cas de poltergeist qui ont été bien investigués, mais celui-là, on a eu la chance avec celui-là d'avoir au moins une quarantaine de témoins et des témoins experts, par exemple électriciens qui venaient de la centrale d'électricité de Rosenheim, une petite ville de Bavière à 80 km de Munich, et puis des physiciens, des spécialistes du téléphone, etc. Donc des témoins avisés qui, eux, essayaient de trouver l'imposteur ou le saboteur, en quelque sorte. Ouais. Donc, alors, c'est vraiment c'est le cas, je dirais, vraiment le cas le plus important dans le dossier des poltergeists jusqu'à maintenant. Ben, sûrement un cas, en tout cas, un des mieux documentés, justement à cause de ces experts. Et ça se produisait ensuite dans un bureau, un cabinet d'avocats, où travaillaient des apprentis, dont une jeune fille, Anne-Marie, et c'est elle finalement qu'on a visée comme l'agent potentiel déclencheur de ces phénomènes-là. Ouais. Et au début, les premiers phénomènes qui se sont produits portaient sur le téléphone et des appels qui étaient faits plusieurs fois par minute à l'horloge parlante, ce que vous avez en Europe. Ici, on l'a, mais je pense qu'il y a des frais à payer pour y avoir accès. Ouais. L'horloge parlante et 0119, c'était le cas en Allemagne. Et c'est après le premier mois qu'il a reçu les factures de la compagnie de téléphone. Et là, il y avait une facture astronomique pour ces appels qui étaient faits à l'horloge parlante, parce que chez vous, contrairement à chez nous, chez vous, en Europe, c'est peut-être encore le cas en France, chaque appel local est facturé. Ouais. Ce n'est pas le cas ici. Alors, et c'est à ce moment-là que l'avocat a eu la puce à l'oreille et il a décidé donc de mener son enquête jusqu'à porter plainte contre X parce qu'il y avait comme du sabotage dans son cabinet, le liquide de la photocopieuse qui se répandait sur le plancher, des lampes de néon qui se dévissaient de leur douille et qui implosaient en quelque sorte, des cadres qui bougeaient sur les murs, des perturbations électriques, etc. Ouais. Louis Bélanger, je vous propose une première pause et ensuite vous nous raconterez en détail ce cas de Rosenheim avec Renaud Évrard à côté de vous et plus tard nous irons faire un tour en Allemagne pour écouter l'interview que j'ai réalisée de Walter van Lucadou qui, sans rien dévoiler de ce qu'il va nous raconter, reçoit le témoignage d'un cas de poltergeist à peu près une fois par semaine. C'est vous dire si ce monsieur connaît bien évidemment le dossier des poltergeists. Alors, une pause et ensuite nous allons revenir dans cette petite ville de Bavière qui s'appelle Rosenheim, dans le cabinet de cet avocat qui a vécu des choses tout à fait étranges. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Appelez-nous si vous aussi vous avez vécu des choses mystérieuses à la maison. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Le Perpignanais Calice et Je m'en vais dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons de poltergeist ou de maisons hantées ce soir dans les aventuriers de l'étrange avec deux spécialistes qui sont avec nous en direct. Vous écouterez également l'interview d'un troisième spécialiste allemand, Walter van Lucadou tout à l'heure. Louis Bélanger d'abord est en notre compagnie. Il est à l'Université de Québec à Montréal. Il y donne des cours de psychologie, c'est-à-dire de parapsychologie. Et Renaud Évrard a réalisé dans le cadre de ses études en psychologie clinique un mémoire intitulé « Approche psychologique de la personne hantée ». Louis Bélanger, revenons en Bavière. Nous sommes fin de l'année 1967 à Rosenheim, cette petite ville de Bavière, dans ce bureau de cet avocat où il se passe des choses tout à fait étranges. Vous nous l'avez dit, plusieurs dizaines de coups de fil par minute à l'horloge parlante. L'avocat reçoit la note de téléphone, évidemment, il est affolé. Et là, les phénomènes commencent
commencent à se précipiter, des ampoules éclatent, des tableaux tournent alors qu'ils sont accrochés au mur. Il y a eu des photos et des films réalisés d'ailleurs par tous les experts qui ont étudié ce cas. Oui, il y a eu un film qui a été tourné par une équipe de Munich lorsque les événements se produisaient et un peu plus tard ensuite. Donc avec non seulement Hans Bender qui dirigeait l'Institut de parapsychologie et le département pour les zones frontières de la psychologie et l'hygiène mentale, et aussi un ingénieur qui s'appelait l'ingénieur Brunner, qui a été en quelque sorte la personne spécialiste qui s'est occupée des phénomènes physiques qui se produisaient sur les lieux, qui a fait toutes sortes de documentation sur des sondes qu'on avait installées, et aussi 2 physiciens de l'Institut Max Planck pour la physique du plasma à Munich, qui s'appelaient Karger et Tisha, et qui ont eux-mêmes sont restés là quelques jours et quelques nuits, et ont fait part de leurs observations et de leurs conclusions aussi, de leurs interprétations. Oui. Ces personnes-là, enfin pour la plupart ou du moins quelques-uns, vous les avez rencontrés. Ce sont des scientifiques aguerris qui ont les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Lorsqu'on est témoin comme ça d'un phénomène inexpliqué, que ressent-on de prime abord? Une espèce de quoi? D'étonnement, de gêne, de surprise, de fascination. Ça doit être dérangeant presque même. Bien, je peux parler pour moi seulement dans ce cas-là. Le cas de Rosenheim, je l'avais pas investigué, mais un autre dont je vous parlerai. Bien, ce qu'on ressent, c'est peut-être, je dirais, une régression en quelque sorte, parce que quand on était tout petit, on nous disait, vous savez, lorsque ce genre de phénomène-là se produit, ce sont des esprits, ce sont des démons même qui viennent habiter la maison, et puis c'est une crainte, c'est une peur qui revient à la surface, alors qu'on se pense pourtant aguerri avec des outils psychologiques et scientifiques. Ouais. Alors au départ, c'est la première émotion, surtout si on arrive à si bien documenter les lieux et préparer les lieux avec les outils qu'on apporte, je pense au magnétophone et au magnétoscope, qu'on s'assure vraiment que personne d'autre ne peut frapper ou ne peut lancer les objets. Oui. Et ça, c'est important. Je voudrais annoncer mes couleurs. Je ne sais pas si vous me le permettez. Allez-y, je vous en prie. À ce moment-ci de l'émission. Vous savez, tout ce que je vais vous raconter ou tout ce qu'on lit à ce sujet-là, ça n'est en rien une preuve scientifique de l'existence de ces phénomènes-là. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait preuve scientifique, il faut qu'il y ait des conditions à la fois de répétibilité, mais aussi de théorie qui nous permettent de prédire les événements à venir. Et donc, ce n'est pas le cas. Ce sont des phénomènes spontanés, les cas de poltergeist. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne mérite pas l'investigation. Complètement. Mais il s'agit à ce moment-là d'être le plus rigoureux possible, mais la personne qui m'entend ou qui me lira ou qui lira un parapsychologue, évidemment, elle est toujours dépendante de l'intégrité de l'observateur qui va raconter ce qui se produit. Alors, dans le cas de Rosenheim, comme il y a plusieurs témoins qualifiés, là, ça dépasse l'anecdote, vous comprenez? Ce n'est pas une preuve scientifique, mais c'est quand même beaucoup plus qu'une anecdote, puisque plusieurs personnes engagent leur crédibilité, personnes qui sont compétentes, évidemment, dans les matières ou dans les disciplines qu'on utilise pour s'approcher de ces phénomènes-là. Alors, ils engagent leur crédibilité et en témoignant, donc, de la véracité des événements qui se sont produits. Alors, quels sont les événements les plus importants qui se sont produits dans le cadre de ce cas de poltergeist à Rosenheim? Bien, vous savez, pour sa récurrence, certainement la perturbation dans les téléphones, parce que de nombreux appels, des centaines et des centaines d'appels ont été faits, qui ont été documentés, du cabinet de l'avocat
et en ayant quelqu'un parce qu'on avait plusieurs appareils téléphoniques Mhm. dans le cabinet d'avocats. Ouais. On a réduit ça à un seul qu'on pouvait vraiment contrôler. Alors, à ce moment-là, on pouvait justement montrer que ce n'était pas quelqu'un du cabinet de l'avocat qui logeait ces appels-là. C'est-à-dire Alors ça, que le téléphone était raccroché, quelqu'un surveillait le combiné, Voilà. et pendant qu'il surveillait le combiné, Oui. des coups de fil vers l'horloge parlante étaient passés. était passé. Et il y a eu l'horloge parlante, mais qui étaient les plus nombreux, mais il y a aussi des coups de fil qui étaient faits à des clients qui étaient à l'extérieur de Rosenheim jusqu'à Munich, à des clients de l'avocat. Ouais. Et qui n'étaient pas faits par un employé du cabinet d'avocat. Ouais. Alors ça, c'est un événement important parce qu'il a été bien documenté. Il y a eu d'autres événements aussi qui ont été documentés. On a installé des sondes physiques parce qu'on sentait qu'il y avait des perturbations électriques, mais on ne savait pas si elles étaient mécaniques ou électromagnétiques ou électriques, tout simplement. Et on s'est aperçu que des déflexions se produisaient sur les enregistreurs sans que ça corresponde à des perturbations dans le réseau électrique lui-même. C'est-à-dire des déflexions, des blancs, des perturbations. Vous savez, vous avez par exemple un cylindre avec une feuille de papier et vous avez un curseur Oui. qui va distribuer de l'encre et qui va enregistrer donc les fluctuations qui se produisent. Voilà, qui fait un tracé comme ça, Qui fait d'accord. un tracé. Oui. Et ce curseur-là, c'était comme si, dans cet appareil qui était scellé par les physiciens, c'était comme si, attention, j'emploie l'expression, et écoutez bien, j'ouvre les guillemets, Oui. une main invisible, je ferme les guillemets, agissait sur le curseur pour jusqu'en déchirer le papier. Ah oui. Oui. Alors ça, c'était observé par les physiciens aussi. Donc, une perturbation quasi mécanique, c'est ce qu'ont observé les physiciens sur les lieux. Et entre autres. Ensuite, il y a eu une armoire de 175 kilos qui s'est éloignée d'un mur à 2 reprises de 30 cm d'un mur. Donc, ce qui dépassait la force physique d'une des employées qu'on a jugée agent déclencheur du poltergeist, Anne-Marie. Donc, c'est un événement un peu plus spectaculaire. Ouais. Et ensuite, le mouvement d'un tableau qui a tourné sur lui-même, sur un mur. Celui-là a été enregistré par une caméra électronique avec un appareil Ampex. Donc, ça, on a des images de ça. Et ensuite... Et vous les avez vues, plafonnier. ces images de ce tableau qui tourne tout seul? Oui, mais ça, il y a une maison de production de la BBC, enfin la BBC elle-même, a tourné un documentaire sur Rosenheim et c'était inclus dans le documentaire, cet élément-là, comme aussi un plafonnier qui bouge toujours dans le cabinet de l'avocat. Et là où c'est étrange, c'est que le soir, la nuit, les fins de semaine, rien ne se produit. Mais dès qu'Anne-Marie entre au cabinet de l'avocat et a commencé assez tôt, vers 7h30 le matin, là, les phénomènes commençaient à se produire. C'est ce qui a fait penser à l'intervention qui était, dans ce cas-là, inconsciente. Et là-dessus, c'est sûr que Renaud aura beaucoup à dire, là. D'un être vivant plutôt que d'un être décédé. Et là, tout de suite, pour qu'on puisse exercer un discernement, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une petite grille en tête. À chaque fois qu'on fait, disons, qu'on observe l'inconnu ou qu'on entend parler de l'inconnu, d'abord, l'attitude à observer, c'est celle d'ouverture. Ensuite, c'est la rigueur. Et dans l'ordre. C'est les deux termes que vous employez dans vos cours, bienveillance et rigueur. Bienveillance et rigueur. Oui. Et dans l'ordre. Dans un premier temps, la bienveillance nous fait penser au contexte de la découverte en sciences, la curiosité, etc. On veut découvrir, on n'arrive pas
avec une idée arrêtée, même si on en a une, mais on essaie de faire en sorte qu'elle ne pollue pas notre observation ouverte, bienveillante, et puis ensuite la rigueur. Et on arrive devant quelle dimension? La dimension normale, la dimension anomale, la dimension paranormale et la dimension surnaturelle. Ce sont les tentatives d'explication qu'on essaie de projeter sur ces événements-là. Donc, à chaque fois, il faut essayer de voir d'abord si on a une explication normale. Ensuite, si on n'en a pas, on constate qu'il s'agit d'une anomalie, d'une exception, d'une irrégularité. Oui. Et là, normalement, cette anomalie, on arrive à l'expliquer. Elle reste irrégulière, une exception, elle reste insolite, mais on l'explique. Par exemple, la météorite qui tomberait sur votre studio. Vous êtes à Toulouse. Oui. Eh bien, la météorite en soi n'est pas une anomalie. Et puis, à Toulouse, bien, je sais bien que vous avez des caractéristiques particulières, mais c'est pas nécessairement une anomalie comme station de radio. Bien. Mais la rencontre des deux, la coïncidence de la météorite sur le studio à Toulouse, eh bien, ça, c'est une anomalie, c'est une exception, une irrégularité qu'on peut expliquer. Le paranormal, c'est une anomalie qu'on n'arrive pas à expliquer dans le cadre théorique scientifique actuel. Les trois premières dimensions, normale, anomale, paranormale, c'est du domaine de la science. Et malheureusement, souvent on qualifie les phénomènes paranormaux de surnaturels qui échappent à la science. La méthode scientifique utilise un postulat métaphysique indémontrable qui est le matérialisme, et on ne va pas se prononcer sur l'existence ou l'inexistence de l'âme, de Dieu, d'un être décédé qui viendrait manifester sa présence. Il s'agit d'une dimension spirituelle qui fait appel à la croyance ou à la foi et qui demande à être respectée. Donc, il faut pouvoir situer ça si on veut bien discerner notre objet d'approche. Oui. Je me tourne vers Renaud Évrard, qui est notre invité également sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Renaud Évrard, continuons à discuter de ce cas de Rosenheim. Vous êtes allé en Allemagne, donc évidemment, je suppose que vous êtes penché sur les documents concernant Rosenheim. Et parlez-nous d'Anne-Marie qui, visiblement, était à l'origine de tous ces phénomènes. Cette jeune femme qui, par inconsciemment évidemment, la force de son esprit, faisait soit péter les ampoules, soit débloquer le standard, soit bouger une armoire de 150 kilos de 30 centimètres, mais toujours sans le vouloir. Quelle est votre approche de ça, vous ? Il y a quelque chose que j'aime bien dans le cas de Rosenheim, c'est qu'il est vraiment typique parce qu'il montre les deux aspects. D'un côté, on a l'objectivation de tous ces phénomènes, hein, et la méthode d'Hans Bender, elle incluait aussi une partie très humaniste et psychologique, où justement, quand on s'est rendu compte que ça avait quelque chose à voir avec Anne-Marie, eh bien, il y a eu des entretiens, des tests psychologiques, par exemple un Rorschach, c'est quoi Anne-Marie. Un Rorschach, un test projectif en fait. Hein. Oui, là je comprends pas non plus. C'est les taches d'encre. Ah oui, très bien. Oui, tout à fait. Et d'accord. D'autres tests comme ça. Et Anne-Marie, on s'est rendu compte en fait qu'elle était en pleine crise affective très profonde et que c'était vraiment un domaine où on avait besoin de son histoire et de sa problématique pour justement comprendre à quelque chose à ce qui se passait. Et en fin de compte, on a su, les études m'ont montré que Anne-Marie avait justement des problèmes avec son père, qui était un peu, d'une certaine façon, on va le dire vite, transféré sur la personne de l'avocat, son patron. Il y avait aussi des problèmes avec son fiancé à l'époque, c'est-à-dire que c'était une histoire qui, justement, quand elle s'est finie, et elle s'est finie d'une façon assez bizarre, c'est que ce fiancé adorait jouer au quilles. Et quand il se rendait dans la salle, comme un bowling en fait. Hein, oui, pour jouer au quilles, tout simplement. Tous les appareils se détraquaient. Ça ne marchait pas, ça partait dans tous les sens et il pouvait jamais jouer quand Anne-Marie était présente. Et c'est tellement... Il s'est fâché à cause de ça et il l'a quitté. C'est un peu dommage quand même. La pauvre, oui. Mais finalement, ça s'est révélé salutaire. Et quelque temps après la rupture, les phénomènes ont commencé à décroître, à disparaître. Et Anne-Marie elle-même s'est rendue compte, elle est revenue là-dessus, elle a dit que c'était, comme fiancée, c'était pas forcément le bon, quoi. Et donc, toute la problématique psychologique est toujours en parallèle ou extrêmement nouée à tous ces phénomènes qu'elle produit inconsciemment. Mais dites-moi, Renaud Évrard, quand
ils ont commencé à discuter avec cette jeune femme, Anne-Marie, elle s'est rendue compte que, à travers ces questions, cet intérêt subi de tous les scientifiques pour elle, que c'était elle qui était à l'origine de tous ces phénomènes? Je crois qu'elle a eu beaucoup de mal. Elle a mis longtemps à revenir de ça. Je me rappelle avoir vu une interview d'elle 15 ans après, et elle était encore très estomaquée de cette aventure. Oui. Donc je pourrais pas dire, je la connais pas, hein, mais, oui, bien sûr, oui. Mais je pense que sur le coup, elle le savait à un certain endroit, et d'un autre côté, elle le niait. Et c'était ça qui faisait en sorte que les phénomènes se maintenaient, et que toute cette dynamique avait lieu, en fait. Oui, c'est très surprenant. Je vais vous demander à tous les deux, puisque dans quelques minutes, nous allons découvrir l'interview que j'ai eu le plaisir de réaliser pour les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio de Walter von Lukadou, qui dirige un service tout à fait particulier en Allemagne. Louis Bélanger, d'abord, je vais commencer avec vous. Présentez-nous ce monsieur. Walter? Oui. Ah. Qui m'a chargé de vous transmettre ses amitiés, d'ailleurs. Bien, merci. Alors, vous faites de même. Parfait. Écoutez, Walter, c'est un homme tout simplement brillant, très dévoué. J'étais déjà à Freiburg lorsqu'il est arrivé à l'Institut. Je pense qu'il est arrivé vers 69, 70 à l'Institut, peut-être 69, pour, disons, s'insérer dans l'équipe entre autres, de Poltergeist, mais surtout d'expérimentation en laboratoire. Alors, Walter a une formation en physique et en psychologie. Il a au moins 2 doctorats, je crois. Oui. Et il a ensuite, il a une grande qualité, c'est celle d'une compassion à l'égard des gens qui font appel à lui pour avoir de l'aide. Et c'est pas étonnant que le gouvernement allemand ait consenti à dégrever des fonds pour sa recherche. Ouais. Alors, c'est un personnage, en plus, qui, pour la parapsychologie, est un grand apport parce qu'il s'est penché sur, disons, la dimension théorique de ces phénomènes-là, en parlant, par exemple, de télékinésie, psychokinésie, dans les cas de poltergeist. Alors, sa contribution est très riche dans la communauté parapsychologique, puisque certains de ses articles en allemand ont été traduits en anglais et ont fait le tour du monde de la parapsychologie. Oui. Renaud Évrard, je me tourne vers vous pour vous poser également cette même question. Vous avez rencontré Walter von Lukadou, et c'est vrai que le sentiment que j'ai eu en l'ayant au bout du fil pour cette interview, c'est quelqu'un d'extrêmement bon. Ah oui, moi j'ai été très impressionnée. Je suis arrivée pour une interview, je l'avais jamais rencontré. Il m'a accordé 6 heures de sa journée en m'offrant le petit déjeuner. C'était vraiment très convivial, et il est toujours vraiment comme ça avec, je pense, avec les personnes qu'il reçoit. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, depuis 30 ans, établit un modèle théorique en parapsychologie qui est vraiment très poussé. D'un point de vue là, il marque. Et c'est aussi une des plus grandes réussites, justement, ce qu'on appelle la parapsychologie clinique. Donc tout cet aspect des gens qui vivent les phénomènes, de leur vécu et du travail qu'on peut faire avec. Et en ce moment, donc, comme vous l'avez dit, il est directeur de la Société pour la promotion de la recherche en parapsychologie en Allemagne. Et donc, il a ce cabinet de consultation parapsychologique qui se trouve à Freiburg, qu'il occupe avec une de ses collaboratrices, Frauke Zaratnik. Et donc, depuis, ça fait maintenant 15 ans qu'ils reçoivent 3000 consultants par année. Ouais. Et donc, c'est un travail vraiment énorme, quoi. Ouais. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous allez dans quelques instants découvrir cette interview tout à fait étonnante de Walter von Lukadou que Louis Bélanger et Renaud Évrard viennent de vous présenter. Et vous allez découvrir avec amusement une histoire relative à une théière. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez surprenant. Vous pouvez nous contacter évidemment par SMS. Vous tapez Sud, un espace, votre question, votre réaction. Vous envoyez le tout au 71 200, ou encore, si vous avez vécu et si vous avez des questions, si vous cherchez des réponses concernant ce que vous vivez, si vous pensez que c'est un rapport avec un poltergeist ou une maison hantée, 0826 300 300, nous sommes à votre disposition. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, c'était Marc Lavoine. Tu m'as renversé un jour. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse le tour de toutes les stars qu'on a le plaisir d'entendre chanter lors de cette émission pour leur demander si, puisque ce sont des êtres humains également, s'ils ont vécu ou elles ont vécu quelque chose de paranormal. Ça pourrait être une bonne idée d'émission que je soumets à Pierre Massias, mon collaborateur, pour la rentrée dans l'ordinateur. Louis Bélanger du Québec est en notre compagnie en direct. Renaud Évrard, français, est également avec nous et ils sont tous les deux à votre disposition, ainsi que moi-même bien entendu, pour vous écouter et répondre à vos questions. 0826 300 300, vous le savez, notre standard vous attend. Les SMS également, vous pouvez vous exprimer par ce biais. Vous tapez le mot Sud, un espace, votre question, vous l'envoyez au 71 200 et je me ferai votre porte-parole. Venons-en maintenant à cette interview de Walter von Lucadou, qui est psychologue, qui est physicien et qui est directeur d'un service qui se trouve à Freiburg en Allemagne. Ce service s'appelle le WGSP. C'est un service qui recueille et recense les appels du grand public dans le domaine des phénomènes paranormaux. Vous allez découvrir des histoires tout à fait étranges. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Mr. von Lucadou, good evening. Yes, good evening. I'm very proud. Mr. Van Lucadou, bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon émission sur Sud Radio. Et pouvez-vous nous expliquer pour commencer à quoi sert le service que vous dirigez? Yes. Well, we have here a counseling office for persons who have Oui, nous avons ici un service qui s'adresse à des personnes qui vivent des expériences inhabituelles. Ce n'est pas nous qui définissons ce qui est inhabituel, mais les personnes qui nous appellent. Je suis un physicien et aussi un psychologue et j'essaie de comprendre et d'expliquer ce que ces gens vivent. Okay. Do you receive a lot of phone calls? Okay. Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels ou de demandes par an? Yes, of course. We have about 3000. Oui, bien sûr. Nous avons environ 3000 appels par an, ce qui est quand même beaucoup. Can you tell us an example of case which you Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cas que vous avez étudié récemment? Yes, well, I can give you a nice example. Oui, je peux vous donner un exemple tout à fait intéressant que nous avons réussi à solutionner sans trop de problèmes, et un autre que nous n'avons pas expliqué. Commençons par le plus simple. C'est un jeune homme qui nous a appelé pour le premier cas et il nous a dit qu'il entendait des sons ou des voix pas très audibles lorsqu'il était dans son appartement et il n'avait aucune explication à ce phénomène. Des amis à lui ont dit qu'il devait peut-être consulter un médium car c'était peut-être des sons et des voix qui venaient de l'au-delà et d'autres lui conseillaient d'aller voir plutôt un psychiatre. Et lui m'a dit qu'il ne croyait absolument pas aux esprits et qu'il était persuadé qu'il n'était pas fou. Et lorsque je lui ai demandé d'où venaient les voix, il fut un petit peu embêté et finalement m'avoua que les voix sortaient de sa théière. Et bien entendu, tout le monde croyait qu'il plaisantait. Mais nous savons dans notre service que lorsqu'une personne nous contacte, ce n'est pas par jeu, mais c'est parce qu'elle a un vrai problème. Et pour ce cas, j'ai eu la réponse très vite, pour ne pas dire immédiatement. Je lui ai demandé d'aller à sa fenêtre, de se pencher à sa fenêtre et de regarder s'il n'avait pas un émetteur radio dans son voisinage. Et il m'a répondu qu'en effet, à environ 300 mètres, il y avait un émetteur d'une radio locale. Donc, nous avons fait un test. Lorsqu'il posa sa théière sur sa plaque chauffante, il pouvait entendre la radio. Il ne pouvait pas savoir que lorsque vous avez dans le voisinage
un émetteur radio puissant, vous pouvez capter les programmes en superposant deux plaques métalliques. C'est une explication physique très simple. One on the other, and then you can hear radio. That's a physical explanation. And of course, if he would have gone Et to a évidemment, s'il était allé voir un psychiatre ou un psychologue, ce dernier lui aurait demandé s'il avait des problèmes dans sa vie ou il lui aurait demandé comment s'était passée son enfance. Donc, vous voyez, dans ce cas, la solution est toute simple. Et vous ne pouvez pas, sans enquêter un minimum, découvrir si c'est un problème physique ou un problème psychologique. Okay. So, that was the first case. Yes. D'accord. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, racontez-nous le second cas sur lequel vous avez enquêté. The second is more intriguing, and this was, well, of course, we have every week such cases. Le second cas est plus intriguant et évidemment, nous en avons régulièrement au moins un par semaine. Une personne nous a appelés pour nous signaler des choses étranges dans sa maison. Il entendait des coups, des objets se déplacer, d'autres se briser sans raison, des portes fermées à clé s'ouvraient. Évidemment, cette personne était persuadée qu'il s'agissait d'un esprit ou d'un fantôme, enfin, quelque chose de cet ordre. C'est ce que l'on appelle un phénomène de hantise, haunting en anglais, ou encore de poltergeist, et c'est bien évidemment un phénomène des plus étranges, et c'est très difficile à analyser. Mais nous avons développé un processus pour traiter ce type de cas. So, when you have this sort of case who came in your service, alors quand vous avez ce type de cas qui arrive dans vos services, qu'est-ce que vous mettez en place pour étudier ce cas? Est-ce que vous vous rendez immédiatement chez cette personne? Yes, but that's not the first step. The first step is when the persons contact us. Oui, on se rend chez la personne, mais ça n'est pas la première étape. La première étape, c'est quand la personne nous contacte, nous lui demandons de rédiger une sorte de rapport ou de texte où elle doit relater tous les détails pour que l'on prenne connaissance de tous les phénomènes. Car nous savons que si nous allons sur place, rien ne se produira. C'est pourquoi, dans un souci d'aide efficace, nous avons, pour commencer, besoin de ce rapport, de cet écrit. Dans la plupart des cas, la police, la gendarmerie va enquêter sur place et passe tout au peigne fin. Et s'ils ne trouvent aucune réponse, à partir de là, nous commençons réellement notre enquête. Car nous avons besoin d'abord d'éliminer toutes les hypothèses d'ordre simplement physique ou une hypothèse toute simple de voisin farceur avant d'envisager autre chose. Et si nous-mêmes nous ne trouvons pas de solution, nous concluons en disant que c'est un cas de hantise ou encore de poltergeist. Can you tell us the most extraordinary case which you studied? Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous relater le cas le plus extraordinaire que vous avez étudié? I'm always asked this question, and I must say, on me pose toujours cette même question. We call these cases RSPK cases. Eh bien, ces cas sont des cas de psychokinèse, mais si, comme moi, vous êtes confronté à ce type de phénomène presque tous les jours, cela devient presque de la routine. Vous êtes beaucoup moins surpris ou étonné. Si par exemple je suis assis et que je vois passer un avion voler, c'est beaucoup plus étonnant pour moi, même si je suis physicien et que je peux l'expliquer.
Donc, voyez-vous, ces cas ne sont plus surprenants pour moi. Simplement, pour le moment, on ne peut pas les expliquer. Finally, the German government helps you financially. Pour conclure, parlez-nous un petit peu de cette aide que vous avez du gouvernement allemand. Comment avez-vous réussi cet exploit? This was very difficult, you may understand. Yes. And because parapsychology Alors, has évidemment, ce fut très difficile, vous pouvez le comprendre, car la parapsychologie n'a pas une très bonne image. Tout simplement parce que les gens ne connaissent pas suffisamment ce domaine de recherche. Je suis un physicien et un psychologue, et je ne soutiens pas des hypothèses fortes du genre les fantômes existent ou encore que l'au-delà existe. Je dis tout simplement que beaucoup de personnes vivent des expériences qu'ils ne comprennent pas. Et qu'il y a bien sûr des charlatans qui exploitent ces situations, et cette exploitation est un vrai problème social. Et beaucoup de ces charlatans demandent pour résoudre ces problèmes des milliers d'euros, évidemment pour rien. Alors, le gouvernement est conscient de ce problème et également qu'il n'est pas opportun de juste dire que cela n'existe pas et qu'on ne peut pas les expliquer, mais qu'il faut en revanche combattre les charlatans, et c'est ce que nous faisons. Thanks for all, Walter von Lucadou, for being in my broadcast, and I hope we will. Merci beaucoup, Walter von Lucadou, d'avoir été dans notre émission. C'est un vrai plaisir pour moi, et savez-vous que je connais la France très très bien, parce que mon nom, Lucadou, vient du sud de la France. Et mon nom est originaire du sud de la France, et exactement de Rodez. Nice, nice. Thank you, Mr. Van Lucadou, and see you. Bye. Bye bye. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Walter von Lucadou, qui est donc psychologue et physicien et directeur d'un service allemand unique au monde, qui recueille et recense les appels du grand public, des personnes donc qui ont vécu des phénomènes paranormaux. Dans quelques minutes, nous reviendrons avec nos deux spécialistes qui sont en direct avec nous, Louis Bélanger en direct depuis le Québec et Renaud Évrard qui est avec nous en direct depuis l'Hexagone, tout simplement. Vous pouvez nous rejoindre, je vous l'ai dit, par SMS. Sud, un espace, votre réaction, vos questions. Vous envoyez le tout au 71 200. Je poserai vos questions ou ferai part de vos réactions à nos deux spécialistes. Vous pouvez encore nous contacter au 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Because of You, Kelly Clarkson dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Louis Bélanger en direct depuis le Québec est en notre compagnie et Renaud Évrard également. Renaud, commençons avec vous et revenons sur cette interview de Walter von Lucadou qui dirige un service qui est, vous allez peut-être infirmer ou confirmer ma proposition, mais qui est unique au monde, il me semble, hein, Renaud? Malheureusement, non, pas vraiment, parce que justement, mais à Freiburg, oui, il y a un deuxième service. Oui. Il y a un service plutôt en lien avec l'université, plus de psychologues, de psychiatres, comme ça, qui est un groupe qui ils se connaissent, hein, ils sont en lien, ils professent un peu les mêmes théories, les mêmes choses, mais c'est donc un autre service qui a sa propre clientèle, entre guillemets, oui, et qui aussi offre des consultations gratuites. Alors, sortons du cadre de l'Allemagne. À ce moment-là, je reformule ma question. Est-ce qu'en dehors de l'Allemagne, il existe d'autres services de ce type? On peut déjà être chauvin et regarder un peu chez nous, et il n'y a rien, en fait. Enfin, chez nous, ça a toujours été une sorte de réseau informel où des psychologues, des psychiatres intéressés au sujet ont eu dans leur clientèle un peu plus de personnes. Vous en avez reçu d'ailleurs dans cette émission. Oui, bien sûr. Philippe Vallon, Paul-Louis Rabeyron. Il y aurait dû avoir Joe Arsiamet, de psychanalyste, ce soir. Oui. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas encore une vraie structure organisée qui mettrait en lien les professionnels de la santé
voulant travailler sur sa question et prêt à se former comme ça se fait dans d'autres pays. Donc l'Allemagne est un exemple. Ça existe aussi un petit peu dans chaque pays qui a des instituts de parapsychologie. C'est-à-dire que dans le voisinage, il y a toujours ces gens qui sont curieux et qui ont des problèmes et qui viennent voir les parapsychologues. Et donc toujours à côté de ça, il y a des petits centres très locaux où une telle aide est proposée en fait. Oui. Louis Bélanger, au Québec, chez vous, est-ce qu'il existe un centre du même type que celui qui existe en Allemagne? Non. Je reçois des appels aussi à chaque semaine, mais je les réfère surtout pour l'aide clinique, je les réfère à des psychologues qui sont membres de l'ordre des psychologues et qui sont ouverts à cette dimension-là. Parce que moi, j'ai pas le temps de m'en occuper personnellement, étant donné que je travaille sur des projets documentaires. Oui. Mais j'essaie de les référer après avoir filtré un peu l'appel, c'est-à-dire avoir posé quelques questions à des psychologues compétents. Mais j'aimerais revenir très, très rapidement, si vous me le permettez, à ce que Walter nous a dit. Eh bien, on voit bien que c'est la psychologie appliquée avec lui, hein. C'est d'abord la bienveillance. Et c'est ce qui lui a permis de déceler ce qui se cachait dans cette fameuse théière d'Aladin, le génie hertzien qui en sortait. Alors, vous voyez, dans ce cas-là, si quelqu'un arrive avec un préjugé tout fait, eh bien, son préjugé sera à la mesure de son ignorance. Et l'important, c'est de ne pas se sentir menacé par l'inconnu qui nous est raconté. Alors, on voit donc la compétence de Walter dans cette approche-là. Et malgré le fait qu'il soit très spécialisé dans l'approche dite théorique des phénomènes, il avoue, il reconnaît qu'il n'y a pas d'explication. Hein, on l'a bien entendu. Complètement, oui. Alors, et là, c'est là qu'on doit faire la différence entre l'explication et la compréhension. L'explication très rigoureuse dans un contexte scientifique, eh bien, elle se rapporte plus à ce qu'on appelle la causalité mécanique et c'est plutôt dans un contexte des sciences dites dures, la physique, la chimie, etc. Tandis que la compréhension fait plus appel à ce qui se produit, à ce qui est l'objet d'étude dans les sciences humaines. Parce que les comportements humains sont très complexes. Alors, on ne peut pas aller essayer de trouver une seule cause, et c'est pour ça que c'est qu'on parle de compréhension plutôt que d'explication. Et la dernière chose, on voit bien avec le travail que fait Walter, c'est l'utilité de l'approche clinique. On n'aurait pas prouvé l'existence des phénomènes paranormaux. Il reste quand même que dans les pays industrialisés, 1 personne sur 2 croit en l'existence de ces phénomènes-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on dit que ce sont des fous? Ou bien est-ce qu'on dit que ce sont des humains qui ont un vécu et souvent des souffrances? Alors l'approche d'ouverture, elle s'impose et ensuite, eh bien, on tente d'aider ces personnes qui se croient envahies par toutes sortes de forces négatives de démons et on leur présente d'autres scénarios que celui-là auquel la culture nous a habitués depuis des millénaires. Alors, c'était ce que je voulais ajouter sur... Et ça a surtout un gros avantage, et Walter Van Lucadou l'a bien précisé, c'est ce qui est fait que le gouvernement allemand le subventionne et l'aide dans sa démarche, c'est-à-dire que ça coupe l'herbe sous les pieds à tous ces charlatans qui exploitent la misère et la détresse des gens qui vivent ce type de phénomène. Absolument, parce qu'il y en a beaucoup. Y compris au Québec, j'imagine. Oui, au Québec et partout. Et on peut comprendre que les sceptiques qui sont épris de vérité, eh bien, qu'ils soient, disons, estomaqués devant de telles prétentions de la part de ces charlatans qui sévissent. Alors, ça, je comprends l'approche des sceptiques. Je suis membre moi-même des sceptiques du Québec et en France, vous avez des sceptiques
qui porte le nom de zététique ou de Oui, zététicien. c'est cela. Oui. Et je découvre que chez certains, vous savez, comme chez les parapsychologues ou chez les sensitifs ou les médiums, il y a toutes sortes de gens. Il y en a aussi chez les zététiciens, mais je m'aperçois qu'il y en a certains qui sont d'une grande ouverture, d'une grande tolérance. Je lis une liste, les messages sur la liste zététique française, et je suis très étonné et heureusement surpris d'ailleurs de cette grande ouverture, de cette grande tolérance à l'égard de ce qui leur est raconté et ce besoin qu'ils éprouvent de s'ouvrir à eux et de développer des protocoles expérimentaux pour vérifier les prétentions. Oui. Louis Bélanger et Renaud Évrard, vous restez avec nous. Juste le temps pour moi de dire que si vous avez, vous qui nous écoutez, vécu quelque chose qui vous paraît tout à fait inexplicable et tout à fait étonnant, je vous invite à profiter de la présence de nos deux spécialistes en direct à l'antenne. Vous nous appelez au 0826 300 300 et Cyril est là pour recueillir votre témoignage et ensuite si vous désirez discuter avec nous et nous exposer ce que vous avez vécu, vous êtes les bienvenus ou encore par SMS Sud, un espace, vous envoyez votre question, votre réaction, y compris même avec votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Question pour vous Louis Bélanger et Renaud Évrard. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux et celles qui vivent ce genre de phénomène? Là, ce soir, ils peuvent nous appeler, certes, mais quand ils vivent cela tout au long, je ne sais pas, dans leur quotidien, dans la journée, dans l'année, quelque part en France, vers qui doivent-ils se tourner s'ils n'ont pas la possibilité, comme en Allemagne, d'avoir un numéro de téléphone? Louis Bélanger, pour commencer. Bien, je dirais d'abord vers eux-mêmes. Vous avez demandé vers qui doivent-ils se tourner vers eux-mêmes, dans le sens suivant. Si jamais ils se sentent seuls, eh bien, d'abord qu'ils expriment sur papier ou dans un microphone, sur un magnétophone, leurs observations. Walter en a parlé aussi tout à l'heure. C'est très important, les observations de ceux et celles qui se considèrent témoins de ces phénomènes-là. Le fait de les exprimer déjà, de les coucher sur papier, si jamais il y a une souffrance qui est derrière, elle va déjà être atténuée. Donc ça, c'est une bonne stratégie en attendant de trouver une âme compatissante ou quelqu'un qui va les écouter. Oui. Et il doit y en avoir en France. Moi, je me souviens d'un livre écoutez, je vais essayer de retrouver son nom pendant qu'Évrard va vous parler, mais d'une psychiatre française qui est la voyance et l'inconscient. La voyance et l'inconscient, et j'ai remarqué, et j'ai vu qu'elle avait une remarquable ouverture à ses clients ou à ses patients qui la consultaient, et il y en a sûrement en France. Alors, il s'agit donc de faire appel peut-être à l'Institut métapsychique international à Paris. On aurait des noms de personnes là qui pourraient aider dans ce sens-là. Je me tourne vers Renaud Évrard avec cette même question. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez, Renaud? Alors, juste pour revenir, oui, la psychiatre en question, c'est Elisabeth Laborde-Notalin. Et donc oui, ce que je leur dis, c'est vrai que là, on insiste sur ce point de d'abord travailler eux-mêmes, chez eux, sans faire intervenir de gens extérieurs, parce que c'est plus là où est le problème. Et donc cette capacité à observer, à se changer de position, à ne plus participer, être passif par rapport à la chose. Essayer d'être témoin, de se décoller du nez de guidon, quoi. On a le nez sur le guidon et on voit plus, quoi. Ça devient une autre relation par rapport au phénomène. On n'est plus là à lutter contre eux ou à vraiment les vers du dehors, mais ça devient autre chose et les phénomènes même se modifient par rapport à ça en fait. Donc Loukadou dit pas tout là-dedans, mais c'est vrai que c'est un point très important. Et ensuite, vers qui se tourner? C'est vrai qu'il n'y a pas d'offre. On essaye de créer ça avec l'IMI justement ou l'Institut métapsychique international. Voilà. Oui. Tout ça, c'est un peu des bruits de couloir. Il faut connaître, c'est un peu difficile, mais
sinon, les gens, de toute façon, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont souvent ne pas voir d'abord les psychologues ou les psychiatres parce qu'ils ne se pensent pas fous et ils ont d'une partie raison, oui. Et ils vont voir donc, je ne sais pas, les curés de village, ils essayent de voir des exorcismes, ils vont faire appel à n'importe qui, magnétiseurs, voyants, guérisseurs, des gens qui se disent spécialisés pour chasser les esprits. On les appelle les Ghostbusters, hein. Ouais, Et donc tous ces gens-là, il y a des gens qui sont vraiment très, très bien intentionnés, qui veulent vraiment pas faire de mal, qui demandent même pas forcément de contribution financière, mais c'est quand même dangereux. C'est dangereux parce que on en vient à un moment où on perd le contrôle de la chose. Par exemple, les médias peuvent s'en mêler, ou alors on peut perdre vraiment beaucoup d'argent. Donc là, on s'expose à des difficultés parce que qu'est-ce qui va régler le problème? Si les problèmes sont d'une nature psychologique, on ne sait pas si l'intervention d'un exorciste ou d'un magnétiseur va changer les choses, en tout cas à long terme. Il peut faire une suggestion qui, sur le moment, va aider sûrement la personne, mais le problème, c'est que les gens, ils sont des fois vraiment à bout. Ils ont envie de déménager, ils ont vraiment c'est vraiment inexplicable. Ils deviennent au niveau social, leur village, tout ça, ils deviennent un peu la risée. Enfin, c'est assez délicat. Socialement, ça peut mettre beaucoup de pression. Et donc là, pour évacuer ça, c'est vrai qu'ils sont prêts à faire appel à n'importe qui. Et justement, il faudrait qu'il y ait des gens un peu plus qualifiés de ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des psychologues qui savent écouter, des choses comme ça, et qui ne savent... il faudrait en tout cas qu'il y en ait beaucoup plus. Renaud Évrard, Louis Bélanger, fourbissez vos armes car dans quelques minutes je vous demanderai de nous raconter un cas sur lequel vous avez travaillé. Louis Bélanger, un cas sur lequel vous avez enquêté, et vous, Renaud Évrard, de nous parler de quelques rencontres que vous avez faites, puisque je rappelle le titre de votre mémoire qui était, si je le retrouve tout de suite, voilà, approche psychologique de la personne hantée. Vous avez rencontré des gens pour comprendre un petit peu ce qu'ils ont vécu. L'un et l'autre, vous nous raconterez un cas sur lequel vous avez enquêté sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. James Blunt, No Bravery sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons des cas de poltergeist avec Louis Bélanger, qui est professeur à l'Université de Québec à Montréal, professeur en psychologie, en parapsychologie, et Renaud Évrard, qui est l'auteur d'un mémoire qui s'intitule Approche psychologique de la personne hantée. Et Renaud, lui, est dans l'Hexagone en France. Louis Bélanger et Renaud Évrard, nous accueillons Catherine qui nous appelle de Périgueux. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Alors, vous nous appelez parce que il vous semble avoir vécu quelque chose de particulier dans votre maison, c'est ça? Oui, dans une maison de campagne. Je vous écoute. Alors, c'était il y a combien de temps d'abord? Oh, il y a un an de ça. Ah oui, donc c'est assez récent finalement. Ah ben oui, mais à chaque fois, c'était très souvent qu'il arrivait des petites choses. Ouais. Mais là, par contre, c'était assez impressionnant. Alors, expliquez-nous. Ben, un soir, nous étions en train de regarder la télé, tranquillement, mes beaux-parents et mon mari et moi. Et nous avons entendu du bruit dans la maison, des bruits assez violents. Alors, on a tous cherché d'où ça pouvait venir. On est allé sur le balcon, on est allé dans les chambres. Il faut vous dire que c'est une grande maison. Ouais. Et puis, on n'a rien vu. À quoi ressemblaient les... On s'est remis à regarder la télé tranquillement, et c'est en allant nous coucher que dans notre chambre, en ouvrant la porte, il y avait des pas d'enfants au milieu de la chambre, et très reconnaissable parce que d'abord c'était des tout petits pas, mais vraiment ils pouvaient faire, je sais pas, ça me paraissait nous paraissait pour un enfant de 4-5 ans, oui. Et ils étaient humides, comme c'était un plancher en châtaignier, les traces ça faisait des pas humides. Des empreintes, voilà, des humides. Empreintes de pas, oui. Oui, oui. Et les bruits, pour en revenir aux bruits que vous avez entendus, ressemblaient à quoi? À quelque chose qui tombe, à des coups, à quoi? Mais un peu tout mélangé. Ouais.
Et semble-t-il des bruits assez forts parce que vous étiez en train de regarder la télé donc avec du son relativement élevé, enfin je veux dire de manière normale. Donc ces bruits sont passés par-dessus le son de la télé, donc ça veut dire qu'ils étaient assez forts. Ah oui, oui, oui. Et combien de pas avez-vous vu, d'empreintes de pas avez-vous vu au sol? Juste un ou deux ou plusieurs? 6. D'accord. Est-ce qu'ils allaient dans une direction en particulier? C'est en ouvrant la porte et ils étaient dirigés de la porte en entrant à la porte de sortie en face. Ouais. Et quelle a été votre réaction à ce moment-là? Vous avez dit, tiens, peut-être un enfant est rentré, quelque chose, s'était fermé, il était quelle heure? Là, ça devait être, après une émission, il devait être 11h par là. Ouais. Pardon. Ah, mais notre réaction, comme il s'était passé, on avait entendu plusieurs fois des bruits, enfin, il s'était passé quelques phénomènes dans la maison, on vivait avec, hein. Ça nous a pas plus impressionné que ça, hein. Ouais. Vous vous êtes dit, ça fait partie de la maison, bon, voilà quoi. Absolument. Vous êtes très bienveillante, vous êtes très accueillante chez vous, ma chère Catherine. Vous savez, il n'y a jamais eu de mal, hein, alors bon. Oui, oui. Je me tourne là vers Louis Bélanger, qui a peut-être une ou deux questions à vous poser. Louis Bélanger, qui est en direct avec nous donc depuis le Québec. Quelles sont les questions que vous auriez envie de poser à Catherine, Louis Bélanger? Bien, la première question, je la pose à Louis Bénédit, c'est oui. que je n'ai rien entendu malheureusement de Catherine. Mais rien, je n'ai entendu que votre voix, donc ça a été très très partiel. J'ai pas entendu son témoignage. Alors, je vous résume son témoignage très rapidement. Ça s'est déroulé dans leur maison de campagne il y a un an. Ils étaient en train de regarder, donc Catherine, son mari et ses beaux-parents, en train de regarder la télé. Il était aux alentours de 23 heures. Ils ont entendu des coups dans la maison, comme quelque chose qui tombe ou des coups qui ont été assez forts pour couvrir le son de la télé. Et ensuite, ils ont cherché dans les chambres et dans la maison d'où pouvaient provenir ces coups. Ils n'ont rien trouvé. Et après, à la fin de l'émission, donc après 23 heures, lorsque Catherine et son époux sont montés dans leur chambre pour aller se coucher, en ouvrant la porte sur le parquet qui était en châtaignier, ils ont vu 6 traces de pas d'enfants, à peu près d'une taille de 4 à 5 ans, donc des tout petits pas, comme des pas humides, des empreintes de pas humides qui étaient marquées sur le plancher en bois. Voilà donc résumé le témoignage de Catherine, Louis Bélanger. Bon, et c'est arrivé une seule fois donc. Catherine? Oui. Louis Bélanger, vous avez entendu la réponse de Catherine? Je ne l'entends pas malheureusement, on n'a pas le contact là. Ah tiens, Moi j'entends pas Louis Bélanger. Ah, et Catherine n'entend pas Louis Bélanger non plus. Bon, alors là, la technique, il va falloir faire quelque chose. Parce que alors, soit c'est un poltergeist qui est en train de s'amuser avec la console, ce qui est un petit peu ennuyeux quand même. Donc, c'est un petit peu enquiquinant. Certes, c'est amusant pour l'émission, mais c'est ennuyeux. Poltergeist qui veut dire aussi esprit farceur, hein. Oui. Je le rappelle. Alors, espiègle. Oui, espiègle, tout à fait. Je me tourne vers Renaud Évrard. Renaud, est-ce que vous avez entendu Catherine? Oui, j'ai tout entendu, quoi. Parfait. Catherine, est-ce que vous entendez Renaud? Bon, très bien. Bonsoir, alors. Catherine. Bonsoir. Renaud, est-ce que vous avez des questions à poser à Catherine? C'est vrai que c'est difficile de poser des questions comme ça sans voir la personne, sans la connaître. C'est vrai que là, le phénomène s'est produit une fois, il n'y a pas eu de mal, donc vous semblez bien vivre avec. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça vous a apporté, comme idée par rapport. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en fait? Ah ben pour nous, il y a pas. Nous, on est persuadés que la maison est hantée, c'est tout. D'accord, ok. Et vous avez fait des recherches, par exemple, pour l'histoire de cette maison ou Oui. On a fait venir des médiums, on a fait venir un prêtre exorciste, on a fait un peu de tout, et puis rien n'y a fait. Hein. Et ça s'est plus reproduit, donc. Ah si, avant, parce qu'il faut vous dire que dans la maison, on y va que pour les vacances. Mm-hmm. Alors, et chaque fois, aux vacances, il y a un truc nouveau qui s'est passé. On trouve des trucs bizarres, des signes très très bizarres sur la toile cirée.
Qu'est-ce que des oiseaux morts sur la table, qu'est-ce qu'il y en a eu d'autre, des mèches de cheveux qui changent de couleur. Il y a vraiment on a l'habitude, quoi, alors ça nous tracasse pas plus que ça. Quand vous dites, Catherine, des mèches de cheveux qui changent de couleur, de quelles mèches de cheveux voulez-vous parler? Mais d'un fils qui était mort là-bas et qui avait dont la maman avait gardé, donc ma belle-mère avait une mèche de cheveux quand il était petit, vous savez comme font souvent les mamans. Oui, oui. Quand on coupe des boucles, on garde une mèche. Et ben cette mèche-là, et ça c'était extraordinaire parce que il paraît que les cheveux normalement ça doit pas bouger. Je sais pas si c'est vrai, hein, je connais rien. Oui. Et c'était complètement effrité. Donc, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, votre belle-mère a eu un fils décédé. Oui. C'est ça, et qui est décédé alors que ils vivaient tous ensemble dans cette maison. Oui. Très bien. Et vos beaux-parents donc viennent de temps en temps. Attendez, excusez-moi. Oui. C'est pareil, une photo de son fils qui était dans la cuisine. Un jour, il y avait comme s'il y avait des larmes qui avaient coulé. Vous savez, c'est le long des joues. Oui. Comme le papier était humide, quoi, à cet endroit-là. Voilà. Oui. Mais c'était gras. Vous voyez, ça faisait comme, oui, des larmes, quoi, humides si vous voulez, mais gras. Oui. Renaud? Oui, c'est très impressionnant. Donc il y a une grande diversité de phénomènes en fait. Donc bon, localisé et ça semble participer vraiment d'une histoire familiale, de quelque chose qui cherche le sens. Oui. Oui, non, mais ça existait avant d'abord. Hein. Avant la mort de leur fils, là, ça existait avant. Hein. Les phénomènes bizarres existaient avant. Mais c'est vrai que après la mort de ce fils-là, ça paraissait concerner justement ce fils. Oui. Et cette maison est ancienne? Oh oui, elle est je crois qu'elle est dans la maison depuis 1600 et quelques, je crois. Oula. Ah oui, donc c'est une vieille maison, effectivement. Oui, c'est une très vieille maison dans le Farladais. Et authentique et tout ce qu'il faut. Oui, y compris avec ses fantômes, quoi. Voilà. Oui. Et écoutez, ce qu'il y a de bien, en tout cas, c'est que vous, ça n'a pas l'air de vous déranger, pas plus que ça. Finalement, vous le vivez plutôt bien. Non, oui, comme vous le dites, non. Mais même mes beaux-parents, moi, je suis arrivée après, mais eux vivaient avec ça depuis plus longtemps que moi, et puis ça les a jamais dérangés. Je sais qu'ils m'avaient raconté l'histoire du père donc de mon beau-père qui un soir était sorti et avait vu sur un arbre je sais pas, un bonhomme ou je sais pas quoi, un arbre illuminé, un bonhomme dessus. Je vous raconte ces trucs, vous devez dire, elle est complètement marteau. Non, pas. Mais c'est comme ça, c'est vrai, je vous dis ce qui sera raconté dans la famille. Oui. Et actuellement, enfin, je veux dire, les phénomènes se produisent encore. Là, vous allez peut-être y retourner en vacances. Eh ben non, mais justement, on vient de la vendre. Alors, je ne vais même pas vous dire où elle est située. Ah bah là, Catherine, c'est pas sympa, hein. C'est embêtant. Là, je signe en plus dans très peu de temps. Et je voudrais pas après que ça me fasse rater la vente, moi. Effectivement. Moi qui avais déjà ouvert mon calepin en disant bon, alors quand est-ce qu'on y va? Et là, vous me faites la vente. C'est pas sympa, Catherine. À moins que les acheteurs, ça les dérange pas. Ce sont des Anglais. Peut-être ils sont habitués. Vous savez, en Angleterre, les châteaux. Effectivement, oui, ça peut, oui, tout à fait. Merci en tout cas beaucoup, Catherine. Si jamais ça se reproduit, vous nous dites, vous revenez vers nous et puis on en reparlera évidemment. Vous en avez pas parlé au propriétaire, tiens, en fait, juste comme ça, c'est peut-être indiscret comme question d'ailleurs. Non. Bon. Non, qu'est-ce que vous feriez? Vous achèteriez une maison, vous, si on vous disait ces choses? Ah, moi qui suis intéressé par les phénomènes paranormaux, oui, plutôt 2 fois qu'une. Ah, voilà. Mais bon. C'est ça, c'est qu'il faut savoir aussi. C'est un peu spécial. C'est pas que ça me dérangerait. Oui. Puisque nous, on a bien vécu là-dedans et tout à ça fait. nous a jamais dérangé. Mais bon, on sait pas à qui on s'adresse. Oui, complètement. Merci beaucoup en tout cas, Catherine. Mais je vous en prie.
Au revoir. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Renaud Évrard, que pensez-vous de ce témoignage finalement? Eh bien, enfin, on retrouve beaucoup d'éléments dont je vous parlais justement. Donc, il va avoir ces bruits mimétiques, comme disent les Allemands en fait, donc des bruits qui miment d'autres bruits et donc qui attirent l'attention par cette manière. Ouais. Et puis, on arrive très vite à penser que c'est la maison qui a ce problème-là, alors qu'on voit vite quand même d'un autre côté que c'est l'histoire de la famille qui se joue devant leurs yeux d'une certaine façon, Ouais. même s'il y avait d'autres histoires avant. Mhm. Et donc c'est là encore la personne va faire appel plutôt à des médiums, à des exorcistes. Donc c'est vrai qu'on se tourne pas vers une consultation psychologique ou autre. Donc, Ouais. Ouais. ce que j'aime bien, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des lois en fait qui obligent les propriétaires ou les assurances à prévenir du passé psychologique des maisons en fait. Ah bon? Pour prévenir de ce genre de vente de maisons hantées. C'est assez amusant comme côté réel, conséquence réelle de la hantise, conséquence légale. Mais ce qui est intéressant vraiment dans ce cas, c'est qu'on peut voir qu'une maison hantée, on peut y habiter. Tout phénomène de poltergeist n'est pas dangereux. L'image qu'on en tire quand on regarde les séries à la télé ou les films au cinéma, c'est que c'est démoniaque, c'est la fin du monde, c'est vraiment on risque notre vie à passer à essayer de flirter avec une maison hantée. Ouais. Alors que pas du tout, il y a vraiment il y a des gens qui déjà faut leur demander aux gens quand ils nous appellent, est-ce que ils veulent qu'on leur débarrasse des phénomènes ou est-ce qu'ils veulent simplement comprendre ce qui se passe ou vivre la chose ou simplement témoigner. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vivent ça très bien avec des avantages. Par exemple, moi j'avais quelqu'un que j'ai rencontré qui, un des avantages de son poltergeist, c'est que à certains moments de sa vie, à 2-3 moments de sa vie où elle avait des difficultés financières assez radicales, en passant devant des distributeurs de billets, des billets sont sortis comme ça du distributeur. Elle a gagné pas mal d'argent comme ça dans un phénomène assez spontané de psychokinèse qu'elle n'a pas cherché à reproduire plus autre, mais qui était intéressant, quoi. Renaud Évrard, justement, vous allez nous raconter en détail ce phénomène, parce que ça c'est vraiment amusant et c'est tout à fait particulier. Et on retrouvera Louis Bélanger également en direct depuis le Québec pour qu'il nous raconte un cas sur lequel il a enquêté. Si vous, comme Catherine, vous avez vécu, vous continuez à vivre des choses particulières au sein de votre maison, vous nous appelez au 0826 300 300 0826 300 300 pour en discuter avec nous dans les aventuriers de l'étrange, puisque nous avons 2 spécialistes avec nous ce soir sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. La nouvelle chanson de Pascal Obispo sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange, c'était Rosa. Nous parlons jusqu'à minuit du phénomène poltergeist avec Louis Bélanger en direct depuis le Québec et Renaud Évrard qui est lui dans l'Hexagone. Louis Bélanger, un phénomène facétieux vous a privé malheureusement du témoignage de Catherine qui nous a parlé de ce qu'elle vivait avec ses beaux-parents dans cette maison. Mais j'espère que vous avez le témoignage imprimé dans l'enregistrement que vous êtes en train de faire de l'émission, ou sinon il se sera passé quelque chose de tout à fait particulier. Oui, je n'ai pas vérifié ça parce que je voulais pas créer de perturbation ici, là. Alors, je ne sais pas si ça s'est enregistré. Et malheureusement, j'avais beau essayer de vous atteindre par ma voix, mais tout était fermé. Ouais. Alors, Louis Bélanger, revenons au cas que vous avez étudié. Je vous avais demandé d'en préparer un second sur lequel vous avez enquêté. Pouvez-vous nous en parler? Et tout à l'heure, Renaud Évrard nous parlera de ce cas tout à fait particulier de cette jeune femme, de cette femme qui, lorsqu'elle avait des difficultés financières, passait à côté de distributeurs qui lui distribuaient de l'argent sans que elle n'ait rien demandé ni effectué aucune opération particulière. Donc, parlons d'abord d'un cas que je vais vous demander de nous raconter. Oui, c'est un des cas qui m'a le plus impressionné, mais juste avant, je voulais vous faire part de mais très très rapidement, de mon premier cas qui a précédé celui-là que je vais vous raconter, et c'est à Männedorf, près de Zurich.
Et là, j'ai documenté une manipulation de la part d'une jeune fille de 7 ans qui a lancé des objets et que j'ai pu documenter sur la caméra électronique alors que je me trouvais dans l'autre pièce devant le moniteur, très déçu de ce qui se passait et même craintif parce que je craignais qu'elle prenne la caméra électronique pour la lancer par la fenêtre. Et heureusement, ça n'est pas arrivé. Alors, une manipulation, c'était mon premier cas de poltergeist, vous imaginez. Ouais. J'apprends l'allemand pendant 6 mois, 6 jours par semaine. Je m'inscris à l'université. Et puis, je fais beaucoup de sacrifices pour pouvoir étudier en Allemagne. Et c'est mon premier cas avec une manipulation comme celle-là. Il n'y a pas de quoi encourager un étudiant qui se demande ce qu'il vient faire dans cette galère. Et je raconte ça pour dire que les manipulations, ça existe aussi. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est produit avant qu'on arrive relève uniquement aussi de la manipulation. Là, je fais une différence entre fraude et manipulation. La fraude implique la mauvaise foi dès le départ et une mise en scène, alors que la manipulation, c'est pour essayer de sortir d'une situation. L'enquêteur est là avec ses appareils, rien se produit, l'atmosphère est perturbée dans la maison, et la personne dit, eh bien, je vais lancer un objet dans l'espoir que le bal va repartir et qu'il nous croit pour ce qui s'est produit avant. Ça, c'est une des raisons de manipulation. Je voulais quand même raconter ça parce que ça se produit dans plusieurs cas de poltergeist, les manipulations. Oui. Mais celui maintenant dont je vais parler, c'est celui-là du petit village de Pursruk, à la frontière tchécoslovaque, et il est différent de Rosenheim dans le sens suivant. C'est que la personne qui nous a alertés, c'est le curé du village, qui avait la responsabilité de plusieurs villages environnants Amberg, qui est pas loin de Nuremberg. Et le curé nous alerte et nous dit, écoutez, j'ai fait ma propre enquête, j'ai dans la chambre à coucher des 2 sœurs, Helga qui avait 13 ans et Anna 11 ans, chacune dormait dans son lit, mais les 2 lits étaient rivés l'un à l'autre. Eh bien, j'ai pu photographier avec un flash, au moment où elle s'était couchée, elle commençait à s'endormir, j'ai pu photographier les enfants et en même temps enregistrer sur magnétophone à cassette les bruits très forts qui se produisaient. Et s'étant convaincu qu'il s'agissait d'un cas authentique de poltergeist, eh bien, il a fait appel à nous à Freiburg. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur les lieux avec Hans Bender et avec 4 magnétophones, 6 microphones placés à égale distance l'un de l'autre, au-dessus de la tête des filles, en dessous du lit, un peu partout dans la pièce pour qu'avec la règle de 3, on puisse déceler le point d'impact de ces fameux coups frappés parce que les physiciens étaient intéressés à analyser le bruit en question parce qu'on peut passer l'enregistrement, ensuite les bandes, dans ce qu'on appelle un oscilloscope à mémoire et comparer avec d'autres bruits que l'on produit lorsque les enfants ne sont pas dans la chambre à coucher avec des objets qui sont dans la pièce. Oui. Alors, on compare les spectres de des uns et des autres bruits. Oui. Et ces bruits-là, ça m'a frappé parce que j'ai pu enregistrer en même temps l'émotion vécue par les enfants lorsque les bruits se faisaient entendre, lorsqu'on les enregistrait, et les parents étaient dans la maison aussi. Et donc, pour moi, pour résumer très rapidement, ce cas-là a été un cas impressionnant dans le sens que je m'étais assuré que les filles ne pouvaient pas frapper elles-mêmes au moment où les bruits se produisaient, qu'elles n'étaient pas en mesure de le faire. Ça, c'est... Oui. Oui. Alors, donc, ça, c'est un cas intéressant parce que, d'abord, vous avez quelqu'un qui est alerté, il existe une association qui s'appelle l'Académie catholique en Allemagne, je suppose que c'est le cas encore, et qui, plusieurs fois par année, organisait des conférences au moment où je me trouvais en Allemagne pour informer la population autour de la parapsychologie en faisant venir des physiciens, des biologistes, des psychologues et des parapsychologues autour de ces phénomènes-là. Donc, le prêtre en question, le curé, était informé que ce genre de poltergeist-là pouvait se produire et à ce moment-là, il se précipitait pas sur l'exorcisme, surtout le petit exorcisme, pour essayer de trouver une solution. Alors, donc,
dans ce sens-là, ça m'a intéressé et je suis retourné ensuite pour une post-enquête et on voit que ce genre de phénomène-là, ça ne dure pas longtemps. Ça peut être quelques jours à quelques semaines, au maximum 2 ou 3 mois. Et avec une post-enquête, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de suite négative pour les enfants et le développement des enfants. Ouais. Donc, ce serait a priori les enfants qui auraient créé ce genre de phénomène de manière inconsciente. Mais écoutez, le mot magique pour moi, c'est une création. Une création collective, si ça implique donc plusieurs personnes dans un milieu familial. Oui. Pour moi, c'est un peu comme lorsqu'on perçoit le monde, on pense qu'on le perçoit tel qu'il est, mais on le reconstruit avec nos récepteurs sensoriels. Ici, ce qui se produit est créé, mais à l'insu, en quelque sorte, des personnes qu'on appelle les agents déclencheurs. Et dans le cas de Poursouk, on a pu procéder à, disons, à un petit rituel avec les enfants. C'est-à-dire que on a dit aux enfants, ces bruits qui les perturbaient, on va essayer de communiquer avec le ça qui frappe. Oui. En allemand, on dit es klopft. Alors, on n'employait pas le terme esprit, mais plutôt le ça qui frappe. Oui. Et on va essayer de communiquer. Alors, on convient de questions à poser et d'un cas. D'un coup frappé, ça veut dire oui. 2 coups frappés, ça veut dire non. 3 coups frappés, ça veut dire je ne sais pas. Oui. Un cas très simple. Et on a essayé pendant plusieurs minutes sans succès, mais à un moment donné, alors que les coups avaient été, disons, un peu sauvages, sans se conformer à notre commande, eh bien, à un moment donné, il y a eu une réponse très claire, soit oui ou soit non. Et là, les enfants ont commencé à s'amuser et à s'apercevoir qu'ils étaient partie prenante dans ce phénomène-là. D'accord. Et là, c'est le début de ce que j'appellerais, en ouvrant les guillemets, l'exorcisme de l'événement. Parce qu'il faut se souvenir que les gens qui nous demandent sur les lieux veulent se débarrasser de l'événement et nous, comme chercheurs, nous voulons que ça continue. Il y a un conflit d'intérêts et on essaie de négocier. Alors, c'est la négociation qu'on fait, mais dans l'attente qu'ils arriveront à retrouver une harmonie dans le milieu, parce que ces phénomènes de perturbation physique sont l'expression de perturbations au niveau des émotions. Par exemple, Elga, qui était l'agent déclencheur principal, était battu par son père. Au lieu de répondre directement à son père en lui envoyant des objets par la tête, les objets bougeaient, où il y avait des coups frappés qui visaient le père parce que, et sa réputation et la réputation de la famille dans le village. Alors, ces phénomènes-là ont un sens et il s'agit de le trouver. Il s'agit de trouver l'agent déclencheur et d'intervenir dans le milieu par une thérapie appropriée pour diminuer les sources de tension. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que lorsqu'on diminue les sources de tension, les phénomènes disparaissent. Oui. Et ces phénomènes-là sont toujours liés à la présence de l'agent déclencheur en question. Oui. Louis Bélanger, nous allons tenter une expérience qui n'a absolument rien de paranormal tout de suite, puisque nous allons accueillir dans une seconde Marie-Lucie pour un témoignage, et nous allons voir si elle vous entend et si vous l'entendez. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Marie-Lucie, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va procéder à une petite expérience parce qu'avec Catherine tout à l'heure, Louis Bélanger ne réussissait pas à l'entendre. Vous habitez, vous nous appelez d'où? Les Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Louis Bélanger, est-ce que vous avez entendu Marie-Lucie? Non, pas du tout. Très bien. Renaud Évrard, est-ce que vous avez entendu, vous, Marie-Lucie? Oui, toujours. Bon, très bien. Alors, c'est vous qui allez être notre référent, et je m'en excuse auprès de Louis Bélanger. Marie-Lucie, vous habitez donc dans les Pyrénées-Atlantiques et vous nous appelez parce que il y a des choses qui se sont produites dans votre maison? Oui. Enfin, j'étais en location. Hein. Oui. À l'époque, ça s'est passé entre 80 et 84. Oui. Disons que moi, tous ces phénomènes paranormaux, je n'en parlais jamais parce que je
je m'étais jamais posé la question, je n'y croyais pas, donc c'est pas quelque chose qui était ancré dans ma tête et puis auquel c'était pas des phénomènes que j'attendais quoi du tout. Oui. La première chose qui s'est produite, que je mettais toujours les événements qui se produisaient sur le hasard, mais il y a eu un élément vraiment qui m'a fait dire, qui m'a fait penser là vraiment il y a quelque chose qui se passe quoi. C'est pas normal. Ouais. La première chose qui s'est passée, c'est que j'étais sortie pour fermer les volets. J'avais plaqué les volets contre les murs, quoi. C'était la nuit tombée. Ouais. Et quand je devais rentrer dans la maison, pour accrocher les volets, pour pas qu'ils s'ouvrent en cas de vent. Ouais. Et je suis passée dans la première chambre, le volet, était fermé, j'ai mis le crochet. Quand je suis arrivée dans ma chambre, le volet était grand ouvert. Et puis là, je suis restée un peu interloquée, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas oublié. Et puis c'est passé comme ça. Ensuite, il y avait souvent, je sortais d'une pièce, j'éteignais la lumière, je me retournais, la lumière était allumée. Et ça, c'était quasiment tous les jours, quoi. Ensuite, on avait des odeurs d'encens. Vous savez, comme lorsque vous rentrez dans une église, ça sentait l'encens, on entendait de la musique. Parfois, j'entendais dans la pièce voisine comme un brouhaha, vous savez, quelque chose, des conversations qu'on ne pouvait pas, je n'aurais pas pu répéter ce que Oui. Mais c'était une maison tout à fait isolée, donc ça pouvait pas être les voisins ou quoi que ce soit. Hein. Est-ce que c'était une vieille maison? Comment? Est-ce que c'était une vieille maison? Une vieille maison, oui. Une vieille fermette. Une vieille fermette, très bien. Qui était totalement indépendante, avec un jardin tout autour. Totalement, vraiment retiré, le plus proche voisin était à 400 mètres. Ah oui, effectivement, d'accord. Voilà. Et vous étiez combien à vivre? On était vraiment isolés et cette fermette donnait même il y avait la route, on était à 150 mètres de la petite route, quoi, du chemin départemental. Vous étiez combien à vivre dans cette maison? À 4. Très bien. J'ai 2 filles et puis avec mon mari. Quoi. D'accord. Vos filles avaient quel âge à cette époque-là? Ma fille, j'avais une fille quand on est arrivé qui avait 5 ans et l'autre avait 12 ans. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'il s'est produit d'autre comme type de phénomène Là, alors ce qui m'a fait vraiment penser qu'il se passait quelque chose d'incroyable, de pas normal, quoi. Un jour, on se préparait, je devais aller chez le médecin, on se préparait, donc ça ne pouvait pas être une de mes filles qui avait fait ce que je vais vous expliquer, là. J'étais avec mes 2 filles dans la salle de bain, et puis j'entends un gros bruit, quoi. Et on court, enfin la plus petite court, et puis me dit, maman, viens voir ce qu'il y a. Et j'avais une plante qui était sur un petit meuble. Cette plante était dans un cache-pot. La plante était par terre et le cache-pot était resté bien sur ce petit meuble. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. D'ailleurs, j'en frissonne encore quand je vous parle de ça parce que j'ai dit là, c'est pas normal. Et je sais que je partais chez un acupuncteur à l'époque et je lui en ai même parlé. J'hésitais parce que j'ai dit il va me prendre pour une folle et je lui en ai parlé. Il m'a dit mais madame, ça existe ce genre de phénomène, n'ayez pas peur, ça existe quoi. Ouais. Voilà. Donc et à partir de ce moment-là, j'ai dit là il y a quelque chose à la maison. Une autre fois, c'était dans la nuit, j'ai entendu des violents coups dans les radiateurs. Ça m'a réveillée, je me suis levée, je suis rentrée arrivée dans la cuisine, ça sentait le gaz. Et j'ai aéré toute la pièce, quoi. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour faire échapper. Et là, je me suis dit peut-être qu'on a voulu me prévenir, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Et ça sentait vraiment très très fort le gaz, quoi. Et vous avez oublié de fermer un gaz? Non, la chaudière s'était éteinte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait une odeur de gaz dans la cuisine. Non, c'était la chaudière, c'était une vieille chaudière. Oui. Et la chaudière s'était éteinte et ça sentait le gaz, quoi. Il y avait des problèmes de chaudière, mais j'ai entendu ces coups violents dans les radiateurs. Et je me suis dit, mais bon, ça doit pas être quelque chose de méchant, comme si on avait voulu me prévenir de quelque chose, quoi. Parce que si vous n'y étiez pas levé, du coup, le gaz aurait pu continuer à s'échapper et être dangereux finalement au bout d'un moment. Pour moi, oui, je sais pas exactement. Comme j'entendais, c'est vraiment juste tout ce qui est dit. C'est que ce sont des phénomènes qu'on peut pas expliquer. Comme moi, j'ai jamais dit c'est des fantômes. Je pouvais pas parler comme ça. Je disais, il s'est passé des phénomènes inexplicables.
Et un jour, une personne est venue à la maison, puis a dit, tiens, je connais cette maison, je connaissais les anciens locataires de cette maison. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, mais vous pouvez me donner le numéro de téléphone de ces personnes. J'ai appelé ces personnes, oui. Et la dame que j'ai eue au téléphone était très heureuse de m'avoir. Elle m'a dit, écoutez, madame, si vous saviez comme ça me soulage de vous entendre, parce que j'en parlais toujours à mon mari. J'ai vécu des phénomènes et son mari ne la croyait pas, si vous voulez. Elle restait à la maison, son mari travaillait, et elle était vraiment très, très heureuse de m'entendre parler. Elle avait vécu dans cette maison avant nous, et elle a eu le même genre de phénomène. Voilà, donc ça m'a confortée dans tout ce qu'on avait, vécu, quoi. Oui. Attendez, j'ai mis sur papier tout ce qui s'est passé, tellement de choses que... oui, je sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, j'ai ma belle-mère qui était venue parce que mon beau-père avait fait un infarctus et il était en convalescence. Oui. Et bon, c'était couché, mon beau-père dormait. Et puis, dans la nuit, j'ai entendu gémir, mais quelqu'un vraiment se plaindre. J'ai réveillé mon mari, j'ai dit, écoute, ton père, ça ne va pas, il doit avoir un problème avec le cœur encore. Vite, on s'est levé, on a appelé ma belle-mère, et elle me dit, mais non, il dort très fort. D'ailleurs, elle a même... elle souriait en disant, bon, bah, il ronfle, donc c'est qu'il dort. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Elle dit, mais c'est bizarre, moi j'ai entendu comme un coup de feu. Elle est descendue, on a ouvert la porte de, moi, très sincèrement, je me suis dit, mais on va voir un cadavre dehors. Elle entendait un coup de feu et moi j'ai mis, et puis il n'y avait rien, c'était le calme plat, quoi. Il n'y avait absolument rien. Donc on avait toujours tous ces phénomènes qui se passaient et sur lesquels on n'avait jamais d'explication, quoi. Renaud Évrard. Alors oui, il y a vraiment une constellation de phénomènes, c'est très impressionnant toujours. Ça crée une sorte d'atmosphère assez intrigante au moins. Et enfin, là on peut voir des choses comme le fait que ça arrive à plein de monde finalement, le phénomène de poltergeist. C'est vraiment une expérience qu'on peut dire triviale, normale. Et ça, c'est des mots que Lucadou a l'habitude d'utiliser. C'est qu'il y a, selon les sondages, il y a 10% de la population qui va vivre au moins une fois dans sa vie un phénomène de ce genre. C'est quand même impressionnant. Oui. Après, il y a toute cette dimension, je sais pas, on peut voir, il y a par exemple le côté, on se pose la question, les gens se posent souvent la question, c'est même la première, c'est est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que les phénomènes là qui arrivent d'une part, bon, je ne peux pas les expliquer, mais est-ce que c'est dangereux pour moi, pour ma famille ? Et des fois, les gens vont le prendre dans le sens où plutôt ça me prévient, c'est quelque chose de positif, mais il faut répondre à cette question parce qu'elle est vraiment importante. Les phénomènes de poltergeist ne sont pas dangereux. Et d'un point qu'on n'explique pas encore totalement, c'est que on n'a jamais eu de gens blessés par des objets qui auraient volé, qui les auraient touchés. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que des pierres, par exemple, des pluies de pierres qui peuvent tomber sur les gens, leur font pas plus mal qu'une plume qui vous toucherait le bras, en fait. Alors que la même pierre tombant à côté peut casser un objet. Et c'est des choses comme ça qui sont importantes de savoir, c'est que à force d'observation, on se demande qu'est-ce qui manque finalement, et il manque des gens blessés ou vraiment meurtris ou vraiment un danger, et qui est pas là. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est Lucadou, il dit comme ça, il dit que c'est métaphoriquement agressif. Et tout est dans une sorte de métaphore où on essaye c'est du à côté, on entend des choses qui sont comme si toute une mise en scène, tout un travail qui est parfois même comique, qui donne des phénomènes vraiment, un grand panel de phénomènes avec des odeurs, des bruits, tout un jeu, et c'est super, moi je trouve ça très intéressant, et c'est vraiment dommage qu'on partage pas plus ça, qu'on n'ose pas plus en parler avec les autres personnes, en fait. Marie-Lucie des Pyrénées-Atlantiques est avec nous sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange pour nous raconter ce qu'elle a vécu. Marie-Lucie, quand est-ce que ces phénomènes se sont arrêtés ? Eh bien, écoutez, nous, on devait quitter la maison puisqu'on faisait construire ailleurs. On a quitté la maison en août 84 et 7 mois avant de quitter la maison, on avait osé en parler à des personnes vraiment intimes, des personnes qu'on connaissait depuis longtemps. On leur en a parlé et ils nous avaient conseillé de faire venir le curé du village. Donc c'est ce qu'on a fait et ensuite, suite au passage du curé du village, on n'a plus de phénomène. Maintenant, est-ce que les personnes
qui habitent là maintenant dans cette maison. Oui. Ce genre de phénomène encore, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de changements de propriétaires. Ça c'est vrai parce que j'y passe encore régulièrement devant cette maison, toujours avec un peu de, comment dire, d'appréhension. Oui, c'est un mélange d'angoisse et puis c'est difficile à expliquer parce que c'était assez angoissant et en même temps on savait que c'était pas quelque chose de méchant en fait. Voilà, je vais vous expliquer autre chose qui s'est produit. J'avais une sœur de Toulouse d'ailleurs qui était venue passer quelques jours à la maison et puis elle avait pour habitude de fermer c'était l'été, de fermer la fenêtre et les volets. Je lui dis pourquoi tu laisses pas ta fenêtre ouverte, c'est l'été, il fait bon, c'est mieux, bon. J'ai insisté beaucoup là-dessus. J'ai insisté, puis elle voulait pas. Bon, après j'ai dit elle fait ce qu'elle veut. Je l'ai laissée avec la fenêtre et le volet fermé. Et elle ne savait pas, on lui avait pas dit qu'il se passait des choses étranges dans la maison, parce que bon, elle aurait jamais voulu venir déjà. Oui. Et le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait entendu frapper violemment dans les volets. Et quand elle a allumé la lumière, la fenêtre était ouverte. Les volets étaient restés fermés, mais la fenêtre était ouverte. D'accord. Et ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre parce que bon, elle ne savait rien de cette maison. Elle ne savait absolument rien. Oui. Et depuis que vous avez quitté cette maison, après, plus rien. Comment ? Là maintenant, plus rien, plus aucun phénomène. Disons qu'après, on avait fait construire, donc je suis allée dans une autre maison. Ensuite, de cette nouvelle maison, j'ai déménagé, je suis allée dans un village à côté. C'était une maison moins ancienne. C'était une maison des années 50. Il s'est produit encore des phénomènes. Donc, justement, je me demandais si on se posait la question à savoir si c'était nous qui les créions, ces phénomènes, ou bien je comprenais pas là. Ou alors si ça vient de la maison. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu savoir, si ça venait de la maison ou bien si c'était une autre personne qui créait. Ouais. Renaud Évrard va peut-être pouvoir vous apporter un élément de réponse, bien qu'il faille peut-être en discuter plus longuement avec vous. Mais moi, la première réaction que j'ai, ceux et celles qui nous écoutent doivent avoir la même. Je serais tenté de dire le point commun entre ces deux maisons où il s'est passé des phénomènes, c'est quand même votre famille. Enfin, du moins un des éléments de votre famille, Renaud Évrard. Oui, c'est quand même un peu la chose. C'est vrai que c'est comme ça qu'on peut voir que le poltergeist va suivre les gens. Ce qui est quand même un peu dommage, vu que les gens croient souvent que la solution, ça va être le déménagement le plus rapidement possible. Oui. Ou alors, il y a des gens, on a beau leur dire « ne creusez pas chez vous pour trouver un cadavre », ils vont déterrer leur cave, la retourner en entier. Et donc, c'est dommage parce qu'il y a toujours eu... il n'y a pas toujours eu cette interprétation de revenants ou de la maison qui serait hantée, qui serait porteuse d'une histoire qui s'exprimerait, mais c'est vrai en même temps que c'est un facteur important qui se mélange à tous les autres facteurs comme les problèmes individuels et familiaux. Oui, mais là, dans le cas de Marie-Lucie, si le phénomène ont continué ailleurs, c'est que le générateur du phénomène, comme vous dites dans votre jargon scientifique, ce serait un des membres de la famille. Oui, ou la famille au complet en fait. Oui. Il faut voir ça d'une façon, comme on dit, systémique. C'est un système, un groupe entier. C'est une création collective, comme dit très bien Louis Bélanger. Ouais. Et donc, on ne peut pas vraiment isoler une personne ou quelque chose qui serait à la source. Ouais. Marie-Lucie, ce que je vous propose, c'est que on laisse vos coordonnées, si vous le voulez, à Renaud Évrard, pour qu'il puisse vous rappeler et à ce moment-là en discuter de manière un petit peu plus tranquille et plus longuement peut-être. Oui, ça m'intéresserait vraiment. Hein. Je souhaiterais même à la limite essayer si je pouvais retrouver cette personne-là. La personne, vous savez, qui avait vécu avant nous dans cette maison. Oui. C'est vrai combien de fois je dis je voudrais la recontacter pour pouvoir discuter de tout ça parce que c'est vraiment intéressant et partager une expérience. Oui, tout à fait. Bon. Eh bien, écoutez, on va le demander à Catherine si elle le désire. On lui communiquera votre numéro de téléphone, si vous le voulez bien. Oui, absolument. Avec grand plaisir. Oui. Je vous souhaite une bonne nuit, Marie-Lucie. Oui, merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
Évidemment, vous qui nous écoutez, si vous vivez ce genre de phénomène, n'hésitez pas. Là, notre émission va se terminer dans quelques minutes, mais nous continuons à être là. Toute l'équipe des Aventuriers de l'étrange, Pierre Massias, votre serviteur Louis Benedi, et un numéro de téléphone, le 0826 300 300. Vous pouvez continuer à nous appeler et nous prendrons en compte évidemment vos témoignages. Et à ce moment-là, on vous rappellera. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. On vous rappellera pour en discuter longuement avec vous et vous mettre en relation avec les spécialistes comme Renaud Évrard ou encore Louis Bélanger. 0826 300 300, vous pouvez encore nous écrire si vous le désirez. C'est Sud Radio, Les Aventuriers de l'étrange, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 271 31 071, tout court, 31 071, Toulouse, CEDEX. Vous nous écrivez et évidemment, on vous répondra, on rentrera en contact avec vous le plus rapidement possible pour vous mettre en relation avec des spécialistes et ça fera l'objet d'une autre émission. Louis Bélanger, je reviens vers vous. Je suis absolument désolé de ce problème technique qui vous a privé du témoignage de Marie-Lucie, mais j'espère que vous l'avez gravé sur votre enregistrement de l'émission pour pouvoir le réécouter, bien entendu. J'aurais voulu conclure avec vous, Louis Bélanger, avant de passer la parole à Renaud Évrard. Qu'est-ce que vous dispensez comme cours à vos étudiants dans le cadre des cours que vous donnez à l'Université du Québec à Montréal? Ah ben c'est un cours selon les charges de cours que j'ai eues, c'était la thématique surtout de la survie, psychologie et survie, mais il y a eu aussi psychologie, théorie, expérimentation, psychologie et hygiène mentale, psychologie et miracle aussi, en relation avec les apparitions mariales. Là, j'avais fait un cas en Bosnie-Herzégovine, le cas de Medjugorje, bien sûr. Oui. D'ailleurs, si vous permettez, j'en profite puisque je vous ai sous la main, on vous réinvitera pour parler de ce cas précisément, si vous le voulez bien. Ah ben oui, avec plaisir. Très bien. Alors donc, ce sont les cours qui sont donnés. Ensuite, je fais des ateliers dans les écoles secondaires, puisqu'il va y avoir un nouveau programme qui sera, disons, mis en vigueur en 2008 et qui s'appelle Éthique et culture religieuse. Et il y a une thématique dans Éthique et culture religieuse qu'on appelle les pratiques magiques. Et c'est là qu'il importe, donc, parce qu'il y a une reviviscence de l'occultisme dans les écoles secondaires chez nous au Québec, qu'il est bon, donc, d'avoir une approche bienveillante et rigoureuse. Je travaille sur un dossier pour ce nouveau programme-là. Oui. Mais alors, dites-moi, Louis Bélanger, ça va encore m'énerver, ça, mais comment expliquez-vous que vous avez des cours de manière tout à fait officielle dans une université, que vous allez faire un programme d'éducation qui est de l'éducation sociale, je dirais même civique jusque-là, parce que plus les gens sont au courant et plus ils sont cultivés et moins on laisse de place aux charlatans. Comment expliquez-vous que vous, au Québec, vous ayez la chance de pouvoir faire ça sans être traité de fou furieux, alors que chez nous, en France, on peut même pas lever le petit doigt sans se faire démonter? Excusez-moi, c'est trivial, mais c'est à peu près ça le résumé de la situation. Oui, mais je crois qu'il y a un cours ou quelques cours universitaires qui se donnent en France. Oui, très peu, oui. C'est Renaud qui pourra le confirmer. Oui. Bertrand Meus, je crois, donne des cours. Non, c'est pas Bertrand Meus. Non, c'est Rabéron. Paul-Louis Rabéron, voilà. Paul-Louis Rabéron, c'est ça. Oui. Alors, il y en a quand même quelques-uns, mais donc on parle toujours de la France comme très cartésienne, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est sûr que l'établissement scientifique se méfie de l'étude des phénomènes paranormaux. Et dans le milieu anglo-saxon, ici en Amérique du Nord, on est quand même lié aux États-Unis. Dans le milieu anglo-saxon, il ne faut pas oublier que l'Association parapsychologique internationale fait partie, depuis 1969, de l'Association américaine pour l'avancement de la science. Alors, et ça dure. Une fois, en 1979, on a tenté de remettre en question cette candidature-là, mais ça n'a pas fonctionné et le président de l'Association américaine pour l'avancement de la science a apporté son aval et souhaite que des recherches soient menées, même si on n'a pas d'explication scientifique relativement à ces phénomènes-là. Oui, tout à fait. Ça me fait penser aujourd'hui à la matière sombre et à l'énergie sombre, pour rendre compte de notre univers.
eh bien, ce sont des choses qui sont très controversées en physique, mais parce que la physique a une certaine crédibilité que n'a pas la parapsychologie, eh bien, on a le droit de parler de ces hypothèses qui ne sont pas encore vérifiées. Alors, c'est une question de culture. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. En tout cas, encore tous mes remerciements, Louis Bélanger, pour avoir été avec nous pendant ces 2 heures et de nous avoir fait profiter de vos expériences et de vos connaissances. Et j'espère que l'on aura le plaisir de vous réentendre sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. On va fixer un rendez-vous pour que vous nous parliez de ce dossier que vous avez étudié, cette apparition mariale en Bosnie-Herzégovine à Medjugorje, si vous le voulez bien. D'accord. Merci Alors, beaucoup. Je vous remercie de votre invitation et je salue bien Renaud, Grégory aussi, à qui j'ai parlé, et Pierre. Merci beaucoup, Louis Bélanger. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Renaud Évrard, juste avant de conclure, je vous accorde 2-3 minutes pour revenir sur le cas de cette jeune femme, parce que ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive. De temps en temps, ce serait sympa de passer devant un distributeur automatique de billets et que ils me disent, bah tiens, voilà un billet de 50 ou un billet de 100 euros, ce serait pas mal. J'ai essayé, je me suis dit que ce serait peut-être un moyen de subventionner les recherches en parapsychologie. Oui, ça n'a pas marché. Non, voilà, c'est le problème des phénomènes spontanés dans la science, en fait. C'est qu'ils sont spontanés et qu'on ne peut pas les provoquer volontairement. Et ça lui est arrivé souvent à cette femme ? Ça lui est arrivé 2-3 fois et j'ai confirmation parce que c'est une amie de ma cousine et donc elle a pu observer les avancées de son compte en banque. Donc c'était vérifié en tout cas cela. Mais ça se passait comment ? Elle passait dans la rue comme ça, où elle s'arrêtait devant, ça se passait comment ? Mais vous l'imaginez très bien de toute façon. Donc oui, elle passait à quelques mètres sans avoir l'intention d'aller chercher de l'argent. Et c'est des billets qui sortaient. Mais bon, on va pas non plus créer une rumeur non. qui va trouver beaucoup de... Je pense que ça plairait à beaucoup de gens, mais c'est vrai que voilà. Mais si je pouvais conclure de mon côté, en fait, j'aimerais parler justement de mon projet de vie professionnelle où j'aimerais lier justement mon intérêt pour ces personnes-là qui rapportent des expériences et mon travail de psychologue à venir, j'espère. Je collabore en ce moment avec l'Institut Métapsychique International, l'IMI. Enfin, je fais partie du groupe étudiant et on aimerait vraiment organiser de façon beaucoup plus formelle une structure d'accueil et d'écoute pour ces personnes. Et donc, je fais appel à tous les bonnes gens, les bénévoles, les volontaires qui seraient d'accord pour soutenir ce projet, en fait. Eh ben, écoutez, on se fera avec grand plaisir le relais pour ce projet en souhaitant que très bientôt en France, il existe un organisme comme celui qui existe, ceux qui existent, parce qu'il y en a 2 à Fribourg, dont un qui est dirigé par Walter von Lucado, qu'on a eu le plaisir d'avoir en interview dans cette émission. Merci Renaud Évrard. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini sostiene di forza. Cette émission est faite pour vous, vous le savez. Si nous pouvons vous donner un coup de main, si nous pouvons vous aider, c'est avec grand plaisir que nous nous mettons à votre entière disposition. Si vous vivez quelque chose de particulier qui vous intrigue, qui vous interroge, et vous voudriez avoir des réponses, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez, vous le savez, nous appeler, nous laisser votre témoignage 24 heures sur 24. Nous consultons tous les jours notre boîte vocale. Vous nous appelez Les Aventuriers de l'étrange au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous nous laissez le témoignage, votre message, vos coordonnées, et nous vous rappellerons le plus rapidement possible pour en discuter avec vous d'une part, et vous mettre ensuite en relation avec des spécialistes qui pourront répondre vraiment à vos questions et vous apporter la sérénité à laquelle vous aspirez, bien entendu. 0826 300 300. Cela étant dit, les Aventuriers de l'étrange pour ce samedi soir, c'est
terminé sur Sud Radio. On se retrouvera demain à partir de 22h avec un dossier passionnant, c'est celui des radiesthésistes. Peut-on tout faire avec un pendule? Est-ce qu'on peut retrouver une personne disparue? Est-ce qu'on peut retrouver un objet? Est-ce que quelqu'un à distance, quelque part en France, peut essayer de retrouver un objet qui a été égaré quelque part dans le monde, pour peu qu'il sache dans quelle région à peu près il a été égaré? Est-ce qu'il peut aider la police, les pompiers à retrouver quelqu'un qui s'est perdu quelque part sur notre planète? Eh bien, nous nous poserons cette question avec un radiesthésiste tout à fait exceptionnel qui s'appelle Monsieur Crozier, qui est à Aubenas, dont c'est, je dirais, le métier. La police, les pompiers, la gendarmerie va souvent le consulter dans le cas notamment de personnes disparues, et il a eu des résultats tout à fait étonnants. Il sera notre invité demain dans Les Aventuriers de l'étrange. Évidemment, si vous utilisez le pendule pour faire quoi que ce soit, pour trouver de l'eau par exemple, eh bien je vous invite à venir nous rejoindre demain soir pour nous parler de votre pratique et nous dire comment est-ce que vous réussissez à trouver une source ou à faire creuser un puits et que ça tombe au bon endroit. Sourcier, c'est quand même un beau métier. Merci de nous avoir suivis, merci à Grégory qui a réalisé cette émission, Cyril qui était au standard, à Pierre Massias qui m'a aidé à construire cette émission. Je vous souhaite une excellente nuit avec nous sur Sud Radio et rendez-vous demain pour d'autres dossiers étranges. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, Les Aventuriers de l'étrange.